Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Je suis super excitée pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai avec moi Sarah Hamel, psychoéducatrice. Vous l'avez probablement vu, connu et ou entendu dans le fond au podcast Sexe Oral il y a maintenant 1 an, je pense, à peu près. Oui, à peu près. J'ai l'impression, en tout cas de mon côté, c'est là vraiment que j'ai eu la chance d'apprendre à te connaître et de découvrir aussi forcément ton expertise auprès des enfants. Ouais, je vais t'inviter à nous en parler un peu plus, nous parler de ton parcours, un peu les services que tu offres. Bref, c'est ça, présente-toi, même si peut-être que certaines personnes te connaissent déjà. Bien, c'est ça, c'est drôle parce que effectivement, ceux qui n'ont pas d'enfants m'ont découvert à Sexe Oral. Ouais. Mais ceux qui ont déjà des enfants, ça faisait longtemps qu'ils me connaissaient. J'avoue, c'est vrai. parce que ben c'est ça, vraiment, moi, je traite de tout ce qui gravite autour du développement de l'enfant, la parentalité, l'éducation. Puis ça fait 3 ans, là. Oui. Ça fait 3 ans que je suis sur les médias sociaux puis que je publie du contenu. Ben, OK, je vais te faire une historique, dans le fond, parce que tu sais pas. Tu sais pas, toi, je suis qui puis d'où je viens. Ben, tu sais, c'est tout sûr que j'ai fait mes petites recherches, là, mais tu sais, en bonne élève que je suis. Mais je serais quand même curieuse de voir, toi, qu'est-ce que tu veux partager. Ouais, ben, je sais surtout que tu as une page Facebook qui est quand même très populaire. Ouais. C'est peut-être de... Je suis ouais, sur c'est Facebook ça. puis Instagram aussi c'est beaucoup. ça, Ouais. Puis TikTok, mais j'oublie tout le temps que j'ai un TikTok. Fait que je nourris très peu mon TikTok parce que je trouve que c'est le Far West affaire-là puis ça me fait peur. C'est autre chose, Les complètement. commentaires, c'est épouvantable. Fait que ça me fait terriblement peur. Ou surtout par rapport aux enfants. Ouais, ça peut être tricky. De toute façon, les médias sociaux, généralement, moi, je fais comme, tu sais, jouer à Sonne décrisse. Là, je poste et je décrisse. Je poste, puis après, je lis pas les commentaires. Puis je réponds pas à mes DM. Ça me fait terriblement peur. Puis je trouve ça très overwhelming. Là, vraiment. tout ça. Fait que je trouve que c'est une belle fenêtre pour diffuser l'information, pour démocratiser l'accès à cette information-là que je trouve qui est super importante de mettre à jour parce que, c'est ça, il y a comme un gros clash entre ce que la communauté scientifique connaît puis ce qui est encore fait sur le terrain, autant dans les maisons, dans les écoles, les garderies, les centres de réadaptation, bref, partout là où on travaille avec un enfant, il y a un gros clash entre ce qu'on connaît comme étant les conditions optimales pour soutenir le développement des enfants. Puis ce qu'on fait encore, il y a encore beaucoup de fausses croyances, puis d'interventions qui sont largement recommandées, qui aujourd'hui, on sait qu'ils sont délétères. Fait que c'est ça que j'essaie de faire, dans le fond, avec ma page, avec mes pages sur les médias sociaux, puis avec mes livres, puis avec mes apparitions comme ça, là, dans le podcast. Ça me donne une belle visibilité pour justement continuer à semer des petites graines ici et là, tu sais. Fait que dans le fond, tout ça, ça a commencé quand j'étais nouvellement maman, j'étais en congé de maternité, puis j'étais sur un groupe Facebook de mamans du mois de mars 2020. Tu comprends? On a tout accouché autour du mois de mars 2020, au début de la pandémie. Wow. Fait qu'on était particulièrement une cohorte de mamans isolées, là, qui a souffert de cet isolement-là. Puis, moi, pour être encore plus isolée, j'ai décidé, avec mon chum puis mon bébé, de déménager au Saguenay à ce moment-là. Je connaissais personne, puis Fait que là, j'étais au Saguenay avec mon bébé, puis mon chum, lui, il travaillait parce que c'est moi qui avais pris le congé parental. Je me sentais vraiment toute seule. Puis là, je voyais les questionnements qui commençaient à popper parce que au moment où j'ai parti ma page Facebook, dans le fond, ce qui se passait, c'est que nos bébés, ils allaient tous avoir 1 an à peu près, puis fait que là, il y avait des préoccupations par rapport au comportement, genre, hey, là, comment je gère ça quand le bébé se jette sa nourriture par terre, ou, tu sais, tout ce genre d'affaires-là, quand j'ai dit non, il me tape d'en face, puis là, il rit, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait qu'il y avait toujours des questionnements, puis moi, je voulais pas être la fatigante qui a tout le temps la réponse à tout. Je voulais pas être là à titre de psychoéducatrice. Je voulais être là à titre de maman. Puis, je voyais, tu sais, sur ce groupe-là, mais sur plein de forums de mamans, parce que quand tu es en congé de maternité, tu fais rien que ça, aller sur des forums de mamans. Puis là, je voyais souvent des questions, puis des fois, les réponses aux questions, ça me faisait frisser ça me faisait capoter, parce que non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais. Là, tu vas empirer la situation si tu fais ça. Mais je voulais pas être sérieuse. Non, t'as pas raison. Je voulais tellement pas. Fait que j'ai décidé plutôt de m'inspirer de ces préoccupations-là, puis de partir ma propre page. Puis moi, ça me démangeait de l'intérieur, là, de donner l'information véridique à jour par rapport aux données probantes. Je voulais faire ça. Fait que ça s'est fait comme naturellement. C'est un projet qui est vraiment... qui est né de
d'une motivation qui venait de mon plus profond, là. Ah, c'est Puis c'est ça. Fait que je me suis dit, tiens, je vais faire des petites capsules pour traiter ces enjeux-là. Ceux qui s'intéressent, parfait. Oui. Ils liront. Oui. Ceux qui s'intéresseront pas, ils scrolleront. Regardons d'autres choses. Hey, Exactement. En un mois, 20 000 abonnés, toi, chose. 100 000 au bout d'un an. Je pense que ça répondait à un besoin, tu sais. Oui, mais je pense que c'est aussi dans l'approche. Puis c'est ça, on en discutait un petit peu là, avant d'enregistrer, mais je trouve tellement que tu apportes les choses d'une façon simple, mais dans le sens où c'est comme si... Oui, c'est ça, simple. C'est comme si des fois, tu sais, c'est comme un autre langage, là, finalement, les enfants. On a tous été enfants, mais c'est autre chose. Leur mentalité, la vision des choses, c'est complètement autre chose. Ça peut avoir l'air un peu déroutant, ça peut être comme hyper intimidant. Puis c'est vrai que des fois, on dirait que moi, pour le peu, mettons, d'experts que je regardais ou de personnes qui travaillent là-dedans, qui vont en parler, des fois, t'as l'impression qu'ils parlent comme quasiment genre d'une espèce extraterrestre. Là. Tu sais, dans la façon qu'ils en parlent, t'es comme « Oh mon Dieu, OK, tu sais, faut comme... » Alors que, tu sais, du contenu que moi j'ai regardé de ton côté, il y a comme quelque chose de très simple, très accessible, puis on comprend en fait mieux, puis on est capable vraiment de se mettre à la place de l'enfant, puis de faire c'est ça. OK, je comprends sa perception des choses, tu sais, fait que je Tant doute mieux. pas, puis genre ça m'étonne pas que les gens aient autant raisonné en fait avec la façon dont on approche et le sujet aussi, puis comme tu dis dans la période où c'était, je savais pas que c'était pendant justement là, la pandémie et tout, tous ces questionnements-là que ces mères devaient avoir, qui peut-être que normalement ça aurait été autour d'un café, en allant prendre une marche avec un ami ou avec la famille. C'est sûr que là, dans le contexte de la pandémie, je comprends le besoin de faire « Hey, mais à qui j'en parle? Je dois avoir des dizaines, des vingtaines, des trentaines de questions par jour. Puis là, ben on est coupé, il faut rester chez nous, on est isolé. Hey, mon Dieu, c'est le fun. Une chance, mon Dieu, que tu étais là pendant la pandémie. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire ça pendant les siestes de mon bébé. Puis là, ben dans le fond, c'est ça. C'est ça qui a tout lancé le reste. Parce qu'après... c'est les maisons d'édition qui m'ont contactée pour écrire un livre. Fait que là, je l'ai eu un peu facile, là. Parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir choisir ma maison d'édition. C'est incroyable. Là. J'ai comme fait le travail à l'envers. C'est pas comme je t'allais cogner à des portes avec mon manuscrit, s'il vous plaît, trouvez ça intéressant. J'ai dit oui, parfait, je vais écrire un livre. Puis je suis partie ils m'ont donné carte blanche, puis vas-y, crée le livre que tu veux faire. Puis ça a donné ça. Fait que c'est vraiment... Je me suis beaucoup amusée, puis c'est ça, maintenant, c'est ça que je fais. Maintenant, j'écris des livres. Là, j'en ai 3 qui s'en viennent pour l'année à venir, fait que ça lâche pas. Ouais, je m'amuse énormément. Cool. Fait que tu sais, tantôt, tu as dit, c'est quoi tes services? Ben, finalement, ça se concentre Je donne des formations, je donne des conférences, je donne des ateliers. Ouais. J'ai des formations en ligne sur mon site Internet. Beaucoup des webinaires, de ce que j'ai vu. Mais je fais plus de consultations individuelles, là, j'ai plus le temps. Ben non, mais là, ça serait, je veux dire, j'ai envie de dire chaque année, là, il y a des nouvelles mamans, là, dans le sens où de nouveaux noyaux familiales qui ont des enfants puis qui ont des questionnements. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme une limite. Mais c'est le fun, tu sais, à quelque part, tu continues ce travail de vulgarisation-là, puis tu sais, je veux dire, ça continue, là, de toucher les gens quand même, là. C'est différemment dans le sens où peut-être moins de consultations, mais... c'est le fun. C'est très chouette. Je suis contente de t'avoir avec nous. J'allais dire avec nous. Avec nous. Toutes nous autres, là. Je suis contente d'avoir avec nous. C'est drôle, ça. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et là, ben naturellement, tu t'en doutes, la thématique d'aujourd'hui, on va aborder des publications où les situations, finalement, c'est ça. Il y a un enfant ou des enfants qui sont impliqués. Puis on va avoir vraiment la chance d'aller dans plein de sujets. Cool. Fait que tu le sais toujours pas c'est quoi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je trouvais ça super pertinent parce que des fois, je tombe sur des publications vraiment intéressantes, mais je me dis, c'est encore plus intéressant s'il y a quelqu'un qui a une forme d'expertise ou des connaissances ou un... Tu sais, parce que sinon, des fois, ça peut bien rester l'opinion de 2 personnes, ce qui n'est pas inintéressant, mais on aime ça aussi quand il peut avoir comme un peu plus de contenu, on va dire. Ou... Bref. Oui. Alors, écoute, on va commencer. Yes. Première publication. Ça a été publié il y a 1 an. La personne qui a écrit la publication est une femme. Il n'y a aucun âge de mentionner. Et pour le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de ne pas punir ma fille de 7 ans pour ses amourettes? » Mon chum et moi avons une jeune fille de 7 ans, Leila. Il y a quelques mois, Leila nous a expliqué qu'elle avait un chum, Lucas. Ils ont 7 ans tous les deux. Clairement, ce n'est pas une vraie relation de couple. Ils se tiennent la main de temps en temps, ils se font des dessins de cœur pour la Saint-Valentin, ce genre de choses.
Cette semaine, il paraît que Leila tenait la main d'un autre garçon qui lui avait également envoyé une carte d'un Saint-Valentin. Lucas l'a vraiment mal pris. On l'a su parce que les parents de Lucas nous ont appelés pour nous dire que leur garçon ne viendrait plus à la maison dimanche parce qu'il était encore fâché contre notre fille. Mon chum, lui, veut qu'on punisse notre fille. Il m'a aussi demandé d'avoir une discussion avec elle sur la fidélité. Au début, je pensais qu'il niaisait, mais non, il était sérieux. Il a dit que Leila a trompé Lucas et que comme je suis sa mère... OK. J'essayais. Je vais la reprendre. C'est très sérieux, là. 7 ans, on rappelle. Ouais. Il dit que Leila a trompé Lucas et que comme je suis sa mère, je devrais intervenir. J'ai répondu que ma fille a 7 ans. Je suis pas pour avoir ce genre de discussion avec elle. Il m'a ensuite accusé d'élever une fille infidèle et que je l'encourageais dans ce genre de comportement. Est-ce que j'ai eu tort de ne pas vouloir punir ma fille pour ça? Wow! Mais tu sais, anyway, là, quand t'as commencé en disant « Est-ce que j'ai eu tort de ne pas punir? » Juste le titre. Peu importe qu'est-ce qui allait suivre, j'étais comme « Non, t'as pas eu tort de... » Ça sert à rien de punir. Ça sert à rien. Ouais. C'est pas la punition qui va enseigner quoi que ce soit à l'enfant. Là. En fait, il va savoir que, OK, ça, c'est inadéquat, mais ça va pas plus dire quoi faire. Ouais, là, ils ont 7 ans. C'est ça qui... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend 7 ans, là... Les habiletés sociales à 7 ans là, sont en émergence. Ça commence à pointer le bout du nez. Là. Il y a plein d'habiletés sociales qui sont loin, là, à des années-lumière d'être consolidées. Ouais. Puis, ce qui est important, justement, à comprendre avec les habiletés sociales, ou n'importe quelle habileté, dans le fond, c'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend. On n'enseigne pas une habileté. On développe une habileté. C'est intéressant. Tu peux pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça marche pas de même. Tu peux pas forcer ce que la nature a prévu pour le développement. Tout ce que tu peux faire, justement, c'est de soutenir ce développement-là en donnant les conditions favorables. Tu sais, je comprends le malaise du papa. Oui. T'sais, ça se peut qu'il dise « Ah, ben là, il y a de l'empathie pour le petit gars. Peut-être que lui, il a une blessure affective, un enjeu non résolu par rapport à ça. Puis peut-être qu'il fait de la projection. Puis, tu sais, puis tu sais, en fait, ça parle bien plus de ses blessures à lui que de la situation comme telle. Mais, tu sais, je comprends, là, que... il y a une différence entre punir puis de juste rien faire. Oui. C'est pas parce que tu punis pas que la bonne chose à faire, c'est de juste rien faire non plus, là. Mais non. Mais de aussi assumer que en ne la punissant pas, c'est comme de faire, on va élever une fille qui va être infidèle dans ses futures relations. Je trouve ça tellement exagéré. Puis ça, c'est une erreur bizarre. Ça, c'est un piège. J'allais dire une erreur, mais c'est pas une erreur, c'est un piège dans lequel beaucoup de parents tombent. De faire fast-forward 15 ans. Tu sais, mettons un enfant qui tape, là. Ouais. Mais d'une optique développementale, c'est normal. Okay? Un petit qui tape, là, il n'y a pas les structures cérébrales nécessaires pour être capable de retenir sa pulsion d'attaque. Il n'y a pas l'inhibition nécessaire pour être capable de se retenir. Fait que le piège, c'est de dire « Oh mon Dieu, il faut que je casse ça, ce comportement-là, parce que moi, je veux pas élever un sociopathe qui va gérer ses problèmes à coup de poing sur la gueule. » Ça part d'une bonne intention, mais c'est complètement irréaliste. Puis c'est pas ça, tu sais. C'est pas parce que ton enfant de 4 ans donne des tapes quand il est fâché qu'à 15 ans, il va encore donner des tapes parce qu'il est fâché. C'est pas de même, ça marche, là. On dirait surtout dans une optique de chicaner. Tu sais, déjà, là, c'est ça, tu sais, de ton approche, on dirait que la punition en partant, tu sais, ça marche pas, mais surtout, je trouve tellement que c'est pas concret pour la petite fille. On dirait que je trouverais ça tellement étrange d'imaginer la scène où on la punit, on la chicane, alors que, comme tu disais, elle, dans sa tête, peut-être qu'elle comprend même pas le problème. En fait, probablement que c'est ça, elle comprend pas. Ouais. Puis, dans sa tête, je veux dire, je pense pas qu'elle est déjà non plus à se dire « Oh mon Dieu, polyamour! » C'est pas ça, mais on dirait que c'est des enfants. Fait que ça veut pas dire non plus, tu sais, le petit gars qui est vraiment triste et fâché. Je sais que les deux ont 7 ans, mais ça se peut-tu aussi que peut-être que lui a pas nécessairement plus de maturité, mais que pour lui, je sais pas, d'un point de vue d'attachement, il y a comme quelque chose de plus clair ou de plus développé qu'elle. Tu sais, tous les enfants sont différents, en fait, j'imagine. Pas nécessairement, mais tu sais, dans le fond, là, dans cette situation-là,
Moi, je pense qu'il faudrait juste s'adresser. Oui, c'est ça. De dire, ben, Lucas, lui, il veut pas venir dimanche parce qu'il est fâché. Ça lui a fait de la peine de devoir tenir la main d'un autre ami. Il se sentait plus important. Il pensait que c'était lui, ton chum. Oui. Puis là, de te voir avec lui, là, il a compris que là, il était plus ton chum. Puis il s'est senti rejeté. Puis ça lui a fait de la peine. Puis tu sais, est-ce que tu as envie qu'on en parle avec Lucas? Est-ce que tu veux réparer ça? C'est... La réparation, c'est ça qui est le plus important quand un enfant fait une gaffe. Le punir, c'est pas ça qui va réparer c'est pas ça qui va lui enseigner, justement, à reconnaître ses torts, à dire « Ah ouais, peut-être que j'ai manqué de bienveillance envers la personne que j'aime vraiment beaucoup puis avec qui je veux être bienveillante. Fait que je vais réparer ça. » Ben oui. Tu sais, puis ça, les enfants, comme je te dis, ils vont pas l'apprendre, ils vont le développer, mais ils vont développer ça en étant exposés à des modèles de gestion de conflits, à des modèles de réparation. C'est comme ça qu'ils vont développer cette habileté-là. Fait que c'est juste ça. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est important, justement. Tu sais, si t'as puni, là, t'es inadéquat, t'as pas le droit d'aimer d'autres amis. T'as pas le droit t'as pas le droit d'investir d'autres relations à ta minute. On n'est pas responsable des émotions des autres. Ça a fait de la peine à Lucas, mais est-ce qu'elle a le droit, elle, de tenir la main d'un autre enfant? Oui. Ben oui, elle a le droit d'avoir d'autres amis garçons. Elle a le droit. Tu sais, c'est ça, là. Il y a d'autres affaires, là, à l'explorer ici, là. Y a-tu aussi... Tu sais, là, je sais que, mettons, c'est comme dit que les deux enfants sont comme amoureux, amoureuses, tout ça. En fait, non, je pense que ma question est plus dans est-ce que le fait de, justement, pas d'encourager, mais d'avoir ces petites relations amoureuses-là, y a-tu une forme... C'est comme un peu sexualiser les enfants, mais comme trop. Oui, puis c'est pas recommandé. C'est ça, juste la question. T'as-tu un petit chum? Juste ça, là. Cancel. OK? On cancelle cette question-là. Ben, c'est parce qu'on dirait que moi, ça m'a toujours un peu rendu mal à l'aise. Pourtant, moi, j'ai grandi justement à une époque où comme c'était la petite question. Ah, t'as-tu un petit chum, une petite blonde, tout ça. À partir de quel âge on dirait que c'est comme plus... Tu sais, c'est-tu en fait quand on atteint une forme de maturation sexuelle où là, vraiment, on est ailleurs? Mais ça veut dire que c'est pas avant peut-être 12-13 ans, moi personnellement, là, cette question-là, vraiment, je la cancellerais point. Parce que ça envoie le message, justement, que, ben c'est juste les relations hétérosexuelles qui sont normalisées. Tu sais, t'as-tu un petit chum? Mais, non, mais j'ai une blonde, par exemple. Tu sais, t'as pas l'espace, t'as pas l'ouverture là, pour adresser ça. Tu sais, pour l'aborder, mettons, là, tu sais, fait que... Ça, puis parce que aussi, même, mettons, à 22 ans, t'as pas le goût de te faire dire, puis t'as-tu un petit chum? C'est quoi cette pression-là? C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Ouais, c'est comme, hey, il te manque quelque chose. As-tu comblé ce manque dans ta vie? C'est de la réussite, là. Être en couple, c'est réussir dans la vie. Ben oui, vraiment. Alors que pas toutes, là, tu sais. Fait que c'est ça, cette question-là, ça envoie le message aux enfants que les amitiés gars-filles, c'est pas vraiment possible, que tout doit toujours revenir à l'aspect de l'attirance physique, sexuelle, puis les relations de couple, alors que, ben non. Puis c'est ça met une pression. Ça envoie un message insidieux de, ben, on s'attend à ça de toi. Ramène-nous un petit chum, là. C'est étrange. Ben 7 ans, moi, je trouve ça... C'est ça, je trouve ça jeune quand même, mais en même temps, tu sais... C'est ça, on dirait que j'essaie de penser, moi, de mon côté, des petits souvenirs comme... C'était tellement inoffensif, tu sais, des petits bisous ici. On dirait que c'était jamais, genre, dans une optique de comme... C'est ça, c'est que t'es très jeune, puis c'est un peu les adultes, finalement, qui forcent un peu cette espèce de... La notion de couple, la notion très souvent hétéronormative aussi, mais tu sais... C'est ça, il y a ça, moi, que je me disais, mais ça, c'est jeune pour cet aspect-là, tu sais, de genre chum blonde à 7 ans. Mais il y en a. Dans les écoles primaires, il y en a des chums blondes, sauf qu'on s'entend que c'est... Mais non, c'est juste une affiliation, puis c'est parce qu'ils jouent au grand. Ils jouent à être chum blonde. Ils sont pas chum blonde. Il y a pas... C'est intéressant, ça. Ils jouent à ça, dans le fond, là, parce que c'est pas pour de vrai, tu sais. Ben non, parce que ça reste des enfants. Sauf que quand ils cassent ou quand, justement, il se passe de quoi, la blessure affective est quand même là, parce que la plus grande blessure affective de l'humain, c'est la séparation, c'est le rejet, se faire ignorer, ne pas se sentir invité, ne pas se sentir important. Fait que, tu sais, que si je t'envoie un petit message, veux-tu être ma blonde, coche oui ou non, puis tu coches non, ça va casser mon cœur en mille miettes parce que ça m'explose à la plus grande blessure affective de l'humain. Fait que les émotions que nos enfants d'âge scolaire vont vivre, même, tu sais, même des enfants de garderie là, qui ont la petite chum blonde, tu sais,
Fait que les émotions qu'ils vont vivre par rapport à ça, elles sont réelles, puis sont importantes. Faut pas les minimiser parce que c'est des enfants. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas une hypothèque puis une garde partagée à gérer. Mais la blessure affective est là quand même. Fait que ça, c'est vrai, sauf que le rôle qu'il joue de chum blonde, c'est très superficiel. En fait, je pense que les mots sont importants dans le sens où on fait on regarde ça avec nos lunettes d'adulte. On fait une équation d'adulte. Donc, on se dit, ils sont ensemble, ils sont en couple, chum blonde. Ouais. Mais je me dis, mettons qu'on regarde ça de leur point de vue vraiment enfant, c'est juste, finalement, quelqu'un avec qui on vraiment une belle connexion, une belle, il y a comme un petit plus. Ou pas. Puis c'est juste... Mais en voulant dire, c'est comme... C'est qu'on n'a pas c'est très éphémère. On dirait qu'on n'a pas à donner un titre à ça ou à mettre un sceau officiel. Ça va rester des enfants. Fait je la comprends, cette femme-là, dans l'histoire de faire comme « Hey, pour vrai, elle a 7 ans, franchement. » Puis, en même temps, on l'a dit, ça vaut la peine aussi d'en parler. Tu sais, dans le sens où dans le commentaire le plus populaire, c'était écrit elle a 7 ans. C'est ridicule de dire qu'elle est infidèle. En même temps, tu peux t'asseoir avec elle et lui expliquer pourquoi Lucas est fâché et qu'il ne veut plus la voir. C'est bien suffisant comme leçon, entre guillemets. Je pense que ça s'explique. Il faut l'expliquer. Moi, je mettrais l'emphase, c'est ça, tu sais, sur le... ça y a fait de la peine, cette affaire-là. On va réparer ça. Tu sais, on va juste clarifier les choses avec lui, le rassurer. Peut-être qu'en fait, Lucas, il est plus important pour elle. Mais ça m'étonnerait parce qu'elle l'a invité dimanche. Oui, il devait se voir. Fait que, il est encore important pour elle. Fait que, si il est important pour elle, elle va vouloir rectifier le tir, le rassurer qu'il est encore important pour elle, même si elle a tenu la main d'un autre enfant. Mais c'est ça qui est drôle en plus, c'est tenir la main. Tu sais, je veux dire, des enfants, ça se tient la main. On dirait que c'est ça, c'est que encore une fois, associer, oh mon Dieu, ils se tiennent la main, c'est une forme d'affection. De faire des liens comme ça, que je me dis, mais c'est autre chose quand t'es enfant, tu sais. Puis bon, après, heureusement, là, dans le couple, c'est ça, il y a un des parents qui fait comme, non. Fait qu'on va espérer que finalement, il y a eu la discussion puis qu'il n'y aura pas eu de chicane. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu de toute forme de punition. On espère que le petit Lucas va bien et qu'il est bien avec ses petites blessures que la petite fille n'est pas virée guédaille tenir la main à toutes les enfants de sa classe. Méchante guidoune. Très cool. On va continuer. La publication est plus récente. Ça a été partagé il y a 3 semaines à peine. Oh, quand même. Ouais. Frais. C'est tout frais. Avec le titre « Est-ce que j'ai eu tort d'obliger ma fille à prendre sa douche à l'école? » Je suis une femme de 45 ans et j'ai une fille de 14 ans, Michaela. Contrairement à d'autres filles de son école, ma fille a à peine atteint sa puberté. Je crois qu'elle est très self-conscious par rapport à ça et ça la gêne beaucoup. La semaine passée, on a reçu un courriel de l'école disant que comme l'été approche, il serait maintenant obligatoire pour les élèves de prendre une douche après les cours d'éducation physique. Je peux comprendre la logique. Elle a parfois de l'édu juste avant le dîner et si elle ne prend pas de douche, elle va être dans sa sueur tout le reste de la journée et je pense pas que ce soit très hygiénique. L'école a donc demandé à ce qu'on leur donne une serviette et du savon pour que les jeunes puissent commencer à prendre leur douche dès le prochain cours. Quand j'en ai parlé à ma fille, elle a dit qu'elle refuserait de prendre sa douche. Comme ce sont des douches communes, elle m'a avoué qu'elle ne voulait pas se mettre complètement nue devant les autres filles et qu'elle allait simplement se changer. Je lui ai dit que c'était pas vraiment possible, sachant que l'école l'imposait, et de mon côté, je me disais qu'une douche, ça lui ferait du bien. Elle m'a à nouveau demandé d'écrire un courriel à l'école pour avoir une exemption, mais j'ai refusé de le faire. Vendredi, malgré ses protestations, j'ai finalement réussi à amener ma fille à l'école avec son savon et sa serviette. Je pensais que je faisais la bonne chose. Lorsqu'elle est revenue à la maison, elle pleurait en disant qu'elle avait dû se mettre nue devant d'autres filles et qu'elle n'avait jamais été aussi gênée de toute sa vie. Elle a vu 2 filles rire d'elle. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, que les filles durant l'adolescence pouvaient être vraiment méchantes. Je lui ai ensuite rappelé que pour des raisons d'hygiène, elle devait prendre sa douche. Je lui ai offert de porter un maillot de bain la prochaine fois, mais elle disait que ça ne ferait qu'attirer l'attention encore plus sur elle. Elle m'a supplié d'écrire un courriel à l'école pour l'exempter de la douche, mais je lui ai dit qu'elle n'avait pas de bonne raison et que toutes les autres filles devaient se sentir comme ça, elles aussi. Elle m'a dit qu'elle me détestait et elle ne m'a presque pas parlé de la fin de semaine. Mon chum m'a dit que je perdais rien à envoyer un courriel à l'école, sachant que ça troublait vraiment notre fille. Moi, je pense pas que ce soit une si grosse histoire que ça. Elle va finir par s'habituer, c'est surtout pour des raisons d'hygiène. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Ah, c'est touché, hein? C'est full touché.
Ben déjà, moi, des douches communes dans une école... Parce que, tu sais, quand tu as dit ça, ma face a dû se décomposer. Je sais. Je comprends pas, moi, déjà en partant, ça. Moi, j'ai fait des cours de sauvetage, là, tu sais, toute mon adolescence. Puis, je me souviens, là, dans les vestiaires de piscine, il y en a qui se mettaient flambant nus. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Jamais, 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 jamais. Moi, j'allais dans les cabines. Puis je me serais pas douchée devant tout le monde. J'aurais jamais été capable de faire ça. C'est sûr que non, là. Puis pourtant, j'ai passé toute, tu sais, de petite enfance jusqu'à 27 ans dans les piscines, là, tu sais. J'ai toujours été en costume de bain, là, en bikini devant du monde. Puis malgré ça, j'avais quand même cette notion de pudeur, là. Puis ça, la pudeur, encore une fois, c'est pas quelque chose qui découle de bonne ou de mauvaise volonté. Ben non. Puis je pense juste à, justement, ceux qui sont comme, ben voyons, là, les musulmanes au Québec, là, vous n'avez pas besoin de votre voile, là, ici, personne qui en a. Moi, excuse-moi, mais si j'arrivais dans une tribu, puis que tout le monde était nunoun, puis ils me disent, ben là, Sarah, enlève tes pantalons, et si tout le monde est nunoun, c'est de même, je serais pas capable, parce que c'est une question de pudeur, c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça, culturellement parlant, je suis habituée à ça, puis pour moi, là, d'enlever mes pantalons, puis mes bobettes devant tout le monde, même si tout le monde le fait, moi, je suis pas capable, OK? Fait que de forcer la petite fille en disant, ben voyons donc, c'est de même, c'est une consigne. T'es obligée, l'école l'oblige. Je me semble, il y a plein d'autres solutions qu'on pourrait mettre en place ou qu'on pourrait envisager. Comme lave-toi à mitaine dans les toilettes. Lingettes, c'est ça. Parce que ton savon puis ta débarbouillette, moi, ça, va te laver les aisselles. Puis il y a moyen, là. Il y a moyen de respecter la consigne et de respecter la pudeur de cet enfant-là. Je trouvais vraiment que... C'est intrusif, c'est violent. Je trouve ça violent d'obliger quelqu'un de se mettre tout nu, là. On dirait que... On s'entend, là. Je veux dire, elle veut pas mal faire, là. Elle est très dans... Absolument. J'ai l'impression que la mère est très dans le... Ben c'est ça, les règles, c'est ça qui est imposé. Mais je trouve ça tellement invalidant pour la petite fille. Je trouve ça tellement difficile. Puis on dirait que je suis comme... mais on dirait qu'elle manque d'empathie aussi, de pas se mettre à la place. Tu sais, visiblement, je me dis, ben cette femme-là, peut-être qu'elle a jamais eu de problème, justement, avec sa pudeur ou quoi que ce soit. Fait que dans sa tête, elle est comme pas capable de concevoir... qu'il y a des gens pour qui c'est pas quelque chose de facile ou d'acquis, on va dire, mais je trouve ça triste, on dirait, parce que j'ai l'impression que c'est le genre d'événement qui va un peu teinter, tu sais, leur relation, ou en tout cas, c'est un événement marquant dont elle va se souvenir. Puis même la relation de la petite fille avec son corps. Tu sais, c'est sûr, là. Elle, là, elle était réticente à le faire. Elle avait une petite alarme à l'intérieur d'elle. Elle le savait, là. Tu te mets, tu te mets à risque de faire rire de toi, là. Tu sais. Puis ben, c'est ça que ça y a confirmé. C'est ça qui est arrivé. Colin. Ah non, c'est pas... c'est pas très nuancé, je dirais, dans les commentaires, dans le sens où les gens lui font comprendre à quel point, justement, c'est ça, c'est qu'elle se met zéro à la place de sa fille, puis les gens ont voté asshole, ils ont voté qu'elle avait eu tort. Puis un des commentaires que je trouvais... c'est quand même... Ouais, les gens votent, là, puis ça a été voté asshole, les gens ont fait comme, ben voyons, tu sais, puis il y a un commentaire qui dit « Peut-être que les autres filles se sentent comme elle, mais ça n'aide en rien ta fille de 14 ans de savoir ça. Pour toi, une femme de 45 ans, c'est peut-être pas un gros truc, mais pour ta fille, seul l'est. Qu'est-ce qui t'empêche de la soutenir dans un moment stressant de sa vie? Accompagne et soutiens ta fille là où elle est, pas là où tu voudrais qu'elle soit. Écris à l'école. Ou fais une rencontre avec les profs concernés, mais dans tous les cas, soutiens ta fille. » Puis c'est super pertinent parce qu'effectivement, déjà, peut-être pour la jeune fille, de faire « Hey, je veux pas, moi. Peux-tu écrire à l'école, maman, je ne suis pas à l'aise? » Peut-être que juste ça lui a demandé énormément de courage. Puis là, de te faire dire « T'as pas de bonne raison pour que je le fasse. » Allô, le sentiment d'invalidité, là, me semble que comme... À quel point cette petite cocotte-là a dû se sentir toute seule. Parce que, tu sais, là, moi, il y a une phrase que j'adore, que je plug tout le temps. Une émotion, aussi désagréable soit-elle, c'est pas dangereux. C'est d'être tout seul dans une émotion qui peut amener de la détresse. J'avais jamais entendu ça. C'est pour ça que moi, je veux que tous les parents là, disent à leurs enfants aussi souvent que possible, tu peux compter sur moi. Tes problèmes, c'est mes problèmes. On va trouver une solution ensemble. Même si je comprends pas. Oui. Même si dans le moment présent, t'es comme, je sais pas c'est quoi la solution, mais on va trouver. Je comprends pas, mais je te crois.
Je te crois que c'est tough pour toi, là. We'll figure it out. Ensemble, on va trouver une solution. T'es pas tout seul dans ta chenoute. Je suis là. C'est ça que... Peu importe l'âge, là. Peu importe l'âge. Même on a besoin d'entendre ça. C'est vrai. C'est vrai, même encore aujourd'hui. Mon Dieu, on dirait que j'ai comme plein d'exemples ou de parallèles qu'on peut faire, mais c'est vrai. Puis je suis sûre que quand tu te projettes, si tu te vois un jour comme maman, là, peut-être pas en tout, que c'est pas dans tes plans, mais tu sais, en tout cas, moi, comme maman, je veux du plus profond de mon cœur que ma fille se tourne toujours vers moi en cas de besoin, là. Mais si... Quand il arrive des situations où ce qu'elle n'arrache, je dis, ben, arrange-toi. Ah, tu vas t'habituer. C'est pas si pire que ça. Mais je suis en train de faire en sorte que je suis plus sa réponse. Je suis plus sa guidance. Je suis plus son safe space. Puis, ben, c'est là qu'un éloignement risque de se produire. Après, je me dis, je pense à... En fait, tu sais, comme là, mettons, le conjoint là-dedans, il est comme écrit à l'école, mais on dirait que je me dis, il pourrait, lui, écrire à l'école. Tu sais, dans le sens, je me dis, le père pourrait aussi un peu comme, pas prendre sa place, mais en voulant dire, prendre les devants, puis faire... Absolument. Regarde, moi, je le vois que ma fille, elle va pas bien, puis comme... Tu sais, je le souhaite, en fait, que ce qui se passe, dans le sens où, tu sais, si la mère est pas ouverte à ça, puis qu'elle a de la misère à, comme, je sais pas, faire preuve d'empathie, ben le père, tu sais, je veux dire... il prend en charge, d'abord. Prend en charge, parce que... il me semble que de comme rien faire, en fait, de juste attendre que l'autre parent le fasse alors que t'es témoin du fait que ton enfant va pas bien, puis que... Non, je pense des fois qu'il faut rappeler là, que les parents, il n'y a pas un parent puis un sous-parent. C'est pas la mère qui est la contre-maître, puis le père, il est le sous-traitant, là, comme les deux. Là. Vous êtes chef de famille, puis vous pouvez tous les deux prendre des initiatives là, quand il est question du bien-être de l'enfant. Hey, moi, les douches communes dans des écoles... C'est quoi le rapport? Mais même encore... Je pense que c'est encore comme ça dans les arénas, mais tu sais, mettons, les jeunes garçons au hockey, là, tu sais, je veux dire... C'est tellement différent d'un enfant à l'autre, là. Peut-être qu'aujourd'hui, là, ils ont des douches individuelles, je le sais pas, là, mais... Je sais pas. C'est parce que, en fait... Je me demande, là, on jase, là, mais à partir de quel âge à peu près que l'enfant a comme, comment je dirais, un peu plus conscience de son corps dans le sens où du regard de l'autre, c'est dès jeunes. Les études là, démontrent par rapport à l'image corporelle, aussi jeune que 4 ans, les enfants, ils vont nommer qu'ils ont des insatisfactions corporelles, ils vont se comparer, ils vont se trouver trop gros, pas assez musclés. 4 ans! C'est épouvantable. Oh mon Dieu, OK. C'est épouvantable. Moi, j'allais plus dans le 7-8 ans, mais comme 4 ans, c'est jeune. Au Québec. C'est des études québécoises, ça. Oh mon Dieu. On dirait que ça me choque, mais ça me fait de la peine. C'est épouvantable. Ah oui, je te dis, j'ai des frissons. Je trouve ça épouvantable. 4 ans. Épouvantable. Ouais. Puis quand je te dis, pas juste être conscient, non. avoir de l'insatisfaction corporelle. Mais c'est gros, ça. Puis ça fait juste augmenter après ça, là, quand tu regardes l'âge, le nombre d'insatisfactions corporelles, ça augmente. Là. Est-ce que... Y a-tu quelque chose qui l'explique? C'est-tu par... Je sais pas, là, j'essaie de comme... Y a-tu quelque chose qui l'explique, ou par rapport aux autres années? C'est ce à quoi on est... Ben, c'est ce à quoi on est exposé. C'est ça puis c'est le message qu'on reçoit. Puis c'est mettons, là, pense à une petite fille là, de 3-4 ans à qui on dit toujours « Oh mon Dieu, tu ressembles à ta mère! » Elle, après ça, elle voit sa mère se regarder dans le miroir, puis elle se pogne les bourrelets, puis elle dit « Ah non, je suis pas belle là-dedans. » Puis « Ah mon Dieu, non, faut vraiment que je me mette à dire « Non, pas de dessert pour moi. Moi, là, faut que je maigrisse, là, ça n'a pas d'allure, là, tu m'as vu derrière. » Elle se fait toujours dire qu'elle ressemble à sa mère, mais sa mère, là, elle se trouve laide. Sa mère est toujours en train de se dévaloriser. Tu sais, nos enfants, là, on a beau leur dire, là, t'es beau, t'es fin, mais t'es capable. Toi avec toi-même... Ils apprennent par observation bien plus que parce qu'on leur dit. Fait que plus on va être dur envers nous-mêmes, plus on va leur montrer qu'on doit modifier des choses sur notre aspect. Moi, j'ai été là-dedans, la culture des diètes, là, toute ma vie. Moi aussi, là. Dans ma famille, c'est transmission intergénérationnelle de troubles alimentaires. Puis moi, ça a arrêté schlang quand j'ai eu ma fille. Parce que je dis non, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que je vais y faire vivre ça, là, de commencer à faire du surentraînement à 12 ans, puis de calculer ses calories. Puis c'est pas une vie de se trouver toujours inadéquate. Puis fait que c'est ça, moi, j'ai décidé que ça arrêtait sec. Puis fini, moi, j'enchaînais les régimes tout le temps. J'ai toujours checké ce que je mangeais, puis je me valorisais là-dedans. Je me trouvais donc bien bonne. Puis je le disais, là, moi, là, si je fais pas attention, je serais chubby.
Ouais. C'est ça que je disais tout le temps. Fait que moi, j'ai aucun... Je vois pas là, pourquoi que les gens sont en baisse. Ils ont juste à faire attention. Parce que si moi, si je faisais pas attention, je tellement, je me valorisais. Ouais. Ah, là... J'ai fallu que je fasse un 180 complètement. Ben, on dirait que ça me touche parce que moi aussi, je réalise en tout cas que, tu sais, sans entrer dans les détails, moi aussi, là, je dirais que je suis d'une famille d'historique, tu sais, à plein de niveaux de génération, on va dire, où c'est très particulier la relation avec le corps, la relation avec le poids, la relation... Puis finalement, quand tu jases avec beaucoup de gens, c'est presque la majorité des gens, j'ai envie de dire, pas à 100%, là, je veux pas généraliser de façon abusive, mais très souvent... c'est quelque chose qui est présent, puis c'est pas la première fois que j'entends ça, l'espèce de comme, ben moi, ça arrête, tu sais, on arrête ça là. Tu sais, il y a quelque chose aussi qui m'est venu en tête tantôt. Oui, tu sais, quand l'enfant se fait dire qu'il ressemble aux parents, et là, tu vois le parent, tu sais, qui se dévalorise, mais quand l'enfant fait un compliment aussi, des fois, aux parents, puis que le parent ne reçoit pas le compliment, ou qui va justifier, ou qui va... Ça aussi, je trouve ça très triste, tu sais, je prends l'exemple d'une jeune fille qui va dire à sa mère qu'elle trouve belle, puis que la maman, puis là, ça pourrait être le papa, mais tu sais, comme qui reçoit pas le compliment ou qui le renvoie en disant « ben non, t'es plus belle que moi », ou tu sais, comme... On a l'impression que ça peut... pas que ça les affecte pas, mais on sous-estime, en fait, l'impact que ça peut avoir. Fait que ça m'étonne pas quand tu sors des chiffres de genre, aussi jeunes que 4 ans, ils ont des insatisfactions. C'est débile! Ah, mon Dieu! Ah oui, absolument. Oh my God! Moi, j'ai une de mes amies / collègues de médias sociaux. C'est le compte Instagram La Physio Pas Gênée. C'est une physiothérapeute spécialisée en périnatalité, puis tout ça. Puis elle a un background de troubles alimentaires. Puis elle m'avait dit l'autre fois dans une discussion que être grosse, là, parce que maintenant, elle est guérie de son trouble alimentaire, puis elle a pris du poids, puis elle dit être grosse, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Puis je trouve que pour mes enfants, c'est la meilleure chose, parce que je leur montre que tu peux être vraiment badass. Elle fait des shows d'humour, puis tu sais, elle écrit des livres, elle est super compétente, puis renommée dans... C'est un beau modèle. Oui, c'est un beau modèle. Tu peux être hot, puis être gros pareil. C'est pas ta minceur qui définit ta valeur. Ah ouais. Mais c'est parce que nous, on n'a pas grandi là-dedans, c'est ça aussi, là, tu sais, je veux dire... Oh mon Dieu, j'ai tellement d'exemples en tête. Tu sais pas, Bridget Jones, elle était considérée comme toutoune. Oh mon Dieu. Regarde-la! Non, la définition de comme grosse, en chair, tu sais, comme tous les synonymes qu'ils prenaient, là, à une autre époque, là, tu sais, surtout les magazines, c'est moins populaire aujourd'hui, c'est vraiment plus les réseaux sociaux, mais tu sais, il y en a encore, là, des genres de revues, là, à potins, à l'épicerie, tu sais, mais je me souviens dans le temps, il y en a encore aujourd'hui, on s'entend, mais tu sais, comme, c'est toutes des photos, genre style paparazzi de célébrités, genre, j'ai pas d'exemple de titre, mais tu sais, comme... la célébrité est sur la plage, puis elle est en maillot, puis la qualité de la photo est à chier en partant, mais comme, ben oui, ça donne qu'elle a une petite bédaine, puis on voit la cellulite. Es-tu enceinte? Oui, genre, calme-toi. Elle se laisse aller, tu fais comme, mais voyons, tu sais, c'est moins présent, mais c'est encore un peu présent. Tu sais, la culture est encore là, parce que... Oui, c'est là, mais c'est pas là, mais c'est là, encore. Mais heureusement, c'est ça, on le voit que... Tu sais, je pense à Dove, là, les savons. Oui, c'est vrai. Ils essayent de mettre de l'avant différents types de corps, différents types de peau. Ben oui, ça s'améliore, on s'entend, mais il y aura toujours du travail à faire. Exact. Puis, en fait, c'est que je trouve que des fois, c'est de plus en plus sournois, en fait, la façon qu'ils essaient comme, tu sais, le petit discours grossophobe, ou en tout cas, des fois, là, tu fais « Ah, c'est sneaky, c'est sournois », tu sais, justement, on n'est plus dans les magazines où là, t'as quelqu'un, juste, tu sais, comme... dans le corps qu'il est, puis là, les commentaires négatifs, c'est plus sneaky que ça. Moi, je le remarque dans des magazines, des fois, de cuisine, ne serait-ce que dans les recettes qu'ils proposent, les termes qu'ils utilisent, les adjectifs. Des fois, c'est ça, c'est que tu dis « Ah non, c'est réfléchi. » Oui, c'est réfléchi. Puis des fois, c'est ça, c'est plus sneaky, puis il faut vraiment prendre le temps d'analyser puis de faire comme... Tu sais, c'est ça. Bref, ben, la culture des diètes est encore longtemps, dominante. C'est des milliards d'argent, là. Fait qu'eux, ils ont oui. tout intérêt à continuer à nous faire sentir comme de la chenoute Complètement. pour qu'on embarque dans leur cochonnerie. Ben, complètement. Mon Dieu. Et si on pourrait en parler, c'est ça, là. c'est dur à déconstruire. En tout cas, complètement. Oui, mais, gars, écoute, on aurait pu faire un épisode juste pour ça, là. Mais effectivement, on va aller ailleurs, là. Ouais, on va ailleurs. Publication qui date d'il y a 4 ans. Ouais, on va vraiment ailleurs, mon Dieu. Le titre. Est-ce que j'ai eu tort d'expliquer ce qu'est la mort à mon enfant de 3 ans? La personne n'a pas mentionné son genre ou son âge. Je me suis toujours dit que lorsque j'aurai des enfants, j'allais être le plus honnête possible.
On a abordé le sujet de la mort à quelques reprises, seulement avec les animaux. Quand le chat a ramené une souris morte ou quand elle a écrasé un insecte, ce genre d'événement. J'ai toujours été honnête avec elle et j'ai jamais été vers le scénario où l'animal ou l'insecte était simplement en train de dormir, entre guillemets. Il y a quelques semaines, le chien de mes beaux-parents est décédé. Il était vraiment affecté par ce deuil, ça a été difficile pour eux. C'était vraiment un bon chien. C'est sûr, t'as bon chien! Oh. C'est sûr que oui! J'ai fait de mon mieux pour l'expliquer à ma fille, sans être trop directe non plus. J'ai expliqué que le chien était mort et qu'il ne reviendrait pas. C'était un chien très vieux, très malade, et j'ai répété qu'on ne pourra plus le voir à l'avenir. Quand mes beaux-parents sont venus nous rendre visite cette semaine, ma fille leur a dit « Rover est mort, il est parti et on ne pourra plus le voir. » Elle a dit ça sur un ton très empathique, le même ton que j'avais lorsque je lui avais annoncé. Elle a demandé à ma belle-mère si elle était triste et elle en a profité pour mentionner qu'elle était très triste qu'il soit mort. J'étais fière de voir qu'elle communiquait très bien avec eux en tentant de leur expliquer ce qu'elle avait appris et ce qu'elle avait compris dans tout ça. C'était une belle empathie, une belle preuve d'intelligence émotionnelle. L'affaire, c'est que ça a fâché ma belle-mère. Elle pense que j'aurais simplement dû dire qu'il était parti dans une autre famille ou sur une ferme ou encore qu'il était au paradis. Cette option serait ridicule, sachant que nous sommes tous athées. Je me sens mal qu'il soit fâché, mais je pense pas que de mentir à ma fille aurait été la bonne option. Peut-être qu'elle est vraiment trop jeune pour ce genre d'honnêteté. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'aurais dû attendre qu'elle soit plus grande et lui inventer une histoire en attendant? Non. C'était parfait. Intéressant, hein? Oui, non, c'était parfait son approche. Dans le fond, là, ce qu'on recommande quand il est question de la mort, on va pas être comme un mardi matin en mangeant nos céréales dire bon ben ma chérie de 3 ans, we need to talk. Faut que je te parle d'un concept puis concept très lourd. C'est ça, ça se peut que je meure. Oh mon Dieu. Ça se peut que tu me revois plus jamais. On sait pas quand même un moment donné je vais mourir. Oh mon Dieu. Ça non, OK? Non. C'est pas ça qu'on recommande. Ce qu'on recommande, en fait, c'est justement que quand il y a une situation appropriée, là, une situation qui se produit, on trouve, comme dans cet exemple-là, on trouve un animal mort, un écureuil dans la rue, whatever, là. Ben, on va expliquer qu'est-ce qui se passe, que le corps a arrêté de fonctionner, que ça arrive avec tous les êtres vivants. À un moment donné, le corps arrête de fonctionner, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on est trop vieux, whatever. Le corps arrête de fonctionner. Puis une fois que le corps arrête de fonctionner, il peut pas recommencer à fonctionner. Puis ça, c'est comme la façon la plus simple de l'aborder. Okay. Après ça, ce qu'on recommande, c'est de simplement répondre aux questions, si questions il y a. Fait que, tu sais, si, mettons, l'enfant, ça pique sa curiosité, puis qu'il y a des follow-up questions suite à ce serait normal, cette explication-là, bien là, on va répondre à ces questions. Mais on va jamais aller au-delà des questions. S'il n'y a pas de questions, on arrête là. Parce que ça veut dire que c'est pas une préoccupation actuellement, puis il est peut-être juste pas rendu là dans son stade de développement. Fait que parfait. Cognitivement, il est peut-être pas capable de conceptualiser plus loin que ça, fait qu'on arrête ça là. Mais de dire justement que le chien, ben oui, il est mort. Hein, c'était un vieux pitou, là, son corps a arrêté de fonctionner. On l'a beaucoup aimé, ce chien-là, on va s'ennuyer, on va avoir de la peine. Ça se peut qu'on pleure beaucoup, ça se peut que tu vois mamie pleurer parce qu'elle va s'ennuyer. C'est normal. Puis si toi, t'as de la peine, c'est correct normal que tu pleures. Viens me voir, reste pas toute seule avec cette émotion-là. Viens me voir, on va traverser ta grosse tristesse ensemble. C'est ça qu'on veut avoir comme discours par rapport à la mort. Ben oui. Tout simplement. C'est vrai qu'on a comme l'impression que c'est peut-être quelque chose de compliqué, mais juste d'y aller avec l'essentiel, la base, puis de voir effectivement si l'enfant a des questions. Ouais. Après, tu laisses l'enfant y aller à son rythme. Un jour, il va comprendre que ses parents vont mourir ou que, tu sais, que personne n'est immortel, en tout cas pas pour l'instant, à l'époque où on est. Mais tu sais, en voulant dire, c'est pas fou, effectivement, de faire comme... Ça sert à rien de donner tout le portrait, là. Faut juste... y aller étape par étape. Ça. Tout le portrait, ça peut être gérant à digérer. Mon Dieu, c'est sûr, ça peut être épeurant. Puis, tu sais, on va le voir avec les enfants. Des fois, ils vont nous popper avec une question. Mais là, toi, tu vas-tu mourir? Puis là, ben, encore une fois, c'est de répondre honnêtement, ben oui, tous les humains, on va finir par mourir. Ouais. Ben, puis là, on peut rassurer en disant, mais là, je suis en santé. Ben oui. Mais tu sais, mettons, j'ai le cancer, mettons, là. Je peux pas dire, non, je vais pas mourir. Aller. Je peux pas dire ça. Fait qu'il faut encore là que je sois honnête. Je le sais pas. Tu sais, mettons, un enfant qui dit, c'est quand tu vas mourir? Je le sais pas.
Ça fait peur, hein, de penser à ça. Puis de dire ça à l'enfant, là, t'es mon enfant, OK? Ça fait peur, hein, de penser à ça. Ah, c'est pas le fun. Quand tu penses à ces choses-là, reste pas tout seul avec ça. Viens me voir. Ouais. Viens me voir quand tu as des inquiétudes par rapport à la mort ou par rapport à la maladie ou whatever. Là. Ouais. C'est toujours d'inviter l'enfant à venir vivre son émotion au sein de notre relation, dans son safe space pour justement... Parce que souvent, le réflexe des parents, ça veut dire « Ben voyons donc, pense pas à ça. Je suis top shape, je suis pas en santé, pense pas à ça. Va te recoucher. » Puis là, l'enfant va se recoucher. Mais va pas arrêter de penser. Va aller spinner en pensant à ça. Puis se faire plein de scénarios. Puis comme je te disais tantôt, c'est pas l'émotion qui est dangereuse, c'est d'être toute seule dans l'émotion. Fait que l'enfant va être tout seul. Il se fait des scénarios, là. Ouais. Forcément, il pense que le parent cache quelque chose, que comme, y a-t-il quelque chose qu'on me dit pas? C'est sûr que, effectivement, de laisser l'enfant seul là-dedans, là, fait que c'est toujours d'inviter. D'inviter l'enfant. Hey, t'as bien fait de m'en parler, mon coco. Ça te fait peur de penser à ces choses-là? Je te comprends. C'est vrai que ça peut faire peur, hein? Mais là, moi, je peux te dire, je suis en pleine santé. Puis moi, je suis prudente dans la vie. Je fais pas des folies. Tu sais, on peut rassurer les enfants, mais encore là, de rassurer à outrance, ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on peut pas leur rassurer mais 100%. C'est surtout que c'est vraiment des questions qu'il va avoir. Je me souviens, j'ai comme eu le flash en discutant avec ma filleule, qui est aussi ma cousine, en fait. On avait été une fois à des funérailles, tu sais, puis il y avait, dans le fond, la personne décédée était dans l'urne, tu sais, puis... Elle était vraiment jeune. Je me souviens plus elle avait quel âge, mais on s'était comme promenés, on était allés quelque part dans l'église, on discute. Puis là, les questions sur le sujet viennent. Je me souviens plus elle avait quel âge, mais selon moi, elle avait peut-être pas plus que 5 ans, peut-être un peu moins. Puis elle avait des questions, puis justement, OK, mais là, la personne est où? Puis moi, je me souviens, tu sais, de me dire, je vais répondre du mieux que je peux, mais à un moment donné, je sais pas non plus ce que les parents ont abordé avec elle ou pas. Fait que je me souviens, tu sais, je répondais aux questions. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai comme suggéré qu'on retourne, tu sais, plus bas avec d'autres personnes. Puis j'ai été voir carrément ma tante, tu sais, puis j'ai fait comme, là, elle a des questions. J'ai répondu à quelques-unes, mais je sais pas, tu sais, quelle discussion vous avez eue avec elle. On dirait que j'osais comme pas trop, finalement. Elle a fait, c'est parfait, on va s'en occuper. Mais je me souviens que c'est tellement... C'est très léger comme conversation. C'était pas... C'est ça. Même malgré les circonstances, c'était super léger. Puis c'était tout le temps, c'est des questions. Ah oui, mais là, OK. Puis là, elle fait des liens. Puis elle revient avec une question. Puis là, tu fais, OK. Puis là, dans ce cas-ci, c'était pas mon enfant. Fait que je pouvais pas non plus avoir pleine liberté sur tout le discours. C'est pour ça que, à un moment donné, j'ai fait, je vais aller voir ma tante. Ben, tu sais, sans vouloir faire demande à des parents, on dirait que j'étais comme, je vais au moins les avertir. Que ça se pourrait qu'en revenant, tu sais, ce soir dans l'auto, ça se pourrait qu'elle ait des questions, tu sais. Fait que, mais effectivement, c'est une belle approche. Je trouve que c'est important de le dire, là. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses. C'est, tu sais, l'enfant qui me demande, mais justement, qu'est-ce qui arrive quand on est mort? Ben, je sais pas, moi. Je le sais pas. Puis, tu sais, justement, ma fille, elle m'avait demandé, puis j'avais juste dit... Parce que moi, je suis pas croyante, mais tu sais, si je l'étais, j'aurais transmis mes valeurs, puis mes croyances, puis, tu sais, notre culture, j'aurais transmis ça, puis c'est correct, c'est une bonne réponse aussi. Tu sais, dépendamment de notre religion, de notre spiritualité, c'est correct de dire ce que nous, on croit, c'est bien correct. Sauf que moi, je sais vraiment pas. Tu sais, je me prononce pas là-dessus. Fait que j'avais juste dit, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça. Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien? Parce que c'est à ça que ça sert. La spiritualité par rapport à l'après-vie, là, ben c'est tout pour nous réconforter par rapport à cette séparation ultime-là. Quand je te disais, la séparation, c'est la plus grande blessure affective de l'humain. Ben, la séparation ultime, c'est la mort. Fait que c'est super épeurant. Fait que de se trouver des explications qui nous permettent d'avoir un pont de connexion avec cette personne-là qui n'est plus là physiquement, ben ça peut être vraiment sécurisant pour adoucir la séparation. Oui, vraiment. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Je suis contente. Je trouve ça tellement le fun. On aborde plein de sujets. Là. Je suis comme, c'est super le fun. Écoute, on a le temps pour une petite dernière. On s'en va encore une fois complètement ailleurs. Ça a été publié il y a 2 ans. La personne qui a écrit la publication est une femme, mais il n'y a aucun âge qui a été mentionné. Le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de dire à mon garçon de 9 ans de ne pas toucher les filles sans leur consentement? » Mon chum et moi avons 3 enfants, 2 adolescentes et un garçon de 9 ans. La semaine passée, alors que j'étais proche de la cour d'école, j'ai vu mon garçon mettre son bras autour d'une fille de sa classe. Quand j'en ai parlé à la maison, il m'a dit que c'était sa blonde. Mon chum a trouvé ça drôle et lui a dit « Brise pas trop de cœur, là. » Je lui ai ensuite demandé s'il avait pris le temps de demander à sa blonde s'il pouvait mettre son bras autour d'elle et il a répondu non.
Je lui ai gentiment expliqué qu'il ne devrait pas toucher les filles sans leur demander d'abord. Il ne savait pas ce qu'était le consentement, alors j'en ai profité pour avoir une petite discussion avec lui sur le sujet. Je lui ai expliqué que c'était pas super gentil de toucher quelqu'un sans sa permission et que de le demander, c'est important. Mon chum était silencieux durant la conversation. Mon fils avait pas l'air agacé, et ça a duré que quelques minutes. Il m'a finalement dit « OK » et il est retourné jouer sur sa Switch. Mon chum a attendu qu'il quitte la pièce pour ensuite me dire que je réagissais comme si notre fils était un futur prédateur, que c'était juste pour s'amuser dans la cour d'école et que j'en faisais une grosse histoire alors que ça n'avait pas lieu d'être. Naturellement, ouais, c'est ça. Naturellement, je pense pas que mon fils de 4e année soit un prédateur, mais je pense quand même que c'est important d'enseigner la notion du consentement dès un jeune âge. L'affaire, c'est que j'ai un historique assez compliqué quand vient ce sujet, alors peut-être que mes propres expériences teintent mon jugement. Est-ce que j'ai eu tort? Je pense qu'on a encore un petit cas de blessure, d'enjeu non résolu de la part du père, là, qui fait beaucoup de projections. Not all men! Pas mon fils, il fait pas partie de cette gang-là. Tu sais, justement, c'est de la prévention. Ben oui! Tu sais, respecter le consentement, c'est une habileté qui va se développer quand on est dans les conditions favorables pour que ça se passe. Fait qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on l'adresse avec nos jeunes. On peut pas juste mettre le focus sur l'éducation sexuelle des jeunes filles, puis leur dire comment se protéger, puis comment mettre leurs limites. On leur dit comment s'affirmer, nanana. Mais encore faut-il que les gars soient capables de comprendre les signes non-verbaux, puis d'être capable d'encaisser un refus aussi. Complètement. T'sais? Complètement. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que, à 4e année, c'est pas trop tôt pour en parler. Ben, vraiment pas. Puis, tu sais, même si on dirait que j'ai l'impression que le père, probablement, qui se disait « Oui, mais c'est sa blonde. » Tu sais, fait que c'est correct. Ouais. C'est ça. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il se disait. Mais dans l'optique où le petit gars, il fait « Ouais, tu sais, c'est ma blonde. » C'est bon, là, encore là, on revient à la notion de chum blonde quand t'es enfant. Mais, tu sais, mettons, là, on jase justement dans ce cas-ci, puis c'est pas parce que c'est sa petite blonde qu'il peut faire ce qu'il veut non plus. Tu sais, c'est comme... C'était un drôle de raccourci, je trouve, de sa part, puis de banaliser ça, puis de faire « Ben voyons donc, c'est des enfants. » La mère, par exemple, elle aurait pu choisir d'autres termes, de dire « c'est pas gentil ». Parce qu'il y avait zéro intention malveillante là-dedans. Là, fait que juste de dire « Hey, tu sais, je sais pas si on... » Juste de même. On en a jamais parlé, hein, mais tu sais, des fois, on n'a pas le goût de se faire toucher, on n'a pas le goût de se faire prendre par le cou, par la taille, de se faire donner des bisous, tu sais. Des fois, ça nous tente pas, tu sais. Puis on peut même partir de lui, là. Tu sais, des fois, moi, j'arrive puis je te bécote dans le cou puis tu te dis « Maman, arrête! Pourtant, je suis ta maman puis tu m'aimes. » Puis on a cette intimité physique puis psychologique-là. Puis des fois, t'as pas le goût. T'as pas le goût puis t'as le droit de pas avoir le goût. Fait que dans ce temps-là, moi, il aurait fallu que je te le demande, même si t'es mon garçon puis que je suis ta maman. Fait que, tu sais, avant de prêter des mauvaises intentions à l'enfant, de juste aborder la notion de bulle, d'espace, d'intrusivité, puis d'intimité, puis d'avoir ce besoin-là d'être le maître de notre propre enveloppe corporelle, qu'on fait ce qu'on veut avec, quand on veut, puis que des fois, si on n'a pas le goût que quelqu'un rentre dans notre bulle, ben c'est tout à fait légitime, puis c'est pas contre les autres. Puis ça se peut que ça ne fera pas leur affaire, puis encore là, on n'est pas responsable de leurs émotions. Qui se gèrent. C'est pas dangereux, une émotion. OK? Oui, vraiment. Puis effectivement, c'est vrai qu'elle a peut-être utilisé des termes très... tu sais, qui n'avaient pas lourd de sens, mais en voulant dire, tu sais, c'est ça, c'est comme si elle y prêtait des mauvaises intentions. Mais tu sais... Elle dit qu'elle a eu un... C'est ça. Elle aussi, elle a des enjeux non résolus. Mais elle-même, à la limite, je trouve ça bien qu'elle dise, elle est comme, hey, peut-être que mon jugement est teinté, tu sais, puis tout ça. En même temps, je trouve ça triste, tu sais, peut-être que là, est-ce que le conjoint a conscience de ses expériences par le passé, je sais pas, mais... On dirait que c'est ça, autant que... C'est drôle, tantôt, on avait le discours de comme, tu sais, sexualiser les enfants, faut faire attention, nanana. Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que, ben, faut aussi aborder le consentement. Absolument. Parce que ça sera pas juste dans des relations de petit chum, petite blonde. C'est dans la vie en général. C'est ça. Le consentement, c'est pas juste par rapport au sexe, là. Non, vraiment pas. C'est plein de trucs, finalement. Tu sais, dans le sens où, comme... Je pense que c'était une bonne occasion pour parler de ça avec son garçon. Ça a peut-être été effectivement un peu maladroit, un peu dans le... Tu sais, c'était pas nécessaire de peut-être lui faire... pas le faire sentir mal, mais comme s'il avait fait... Tu sais, bon. Mais en même temps,
je trouve ça tellement bizarre que le père est comme, ben là, franchement, comme si c'était un futur prédateur. Je suis comme, wow! Je trouve ça tellement exagéré comme commentaire, là. On voit ça tout le temps. On voit ça tout le temps parce que c'est confrontant pour lui, parce que probablement que lui aussi, il a déjà pris des filles par le cou, comme ça, sans leur demander. Fait que là, c'est lui que ça heurte aussi. Ça heurte. Ben, OK, ça veut dire que moi aussi, je suis inadéquate parce que j'ai déjà fait ça. Puis souvent, là, le problème avec la culpabilité, encore une fois, la culpabilité, c'est une émotion. C'est pas le fun, c'est désagréable, mais c'est nécessaire. La culpabilité, dans le fond, ce que c'est juste une petite boussole qui nous dit « Whoopalaï, t'as pas fait ce que... en fait, ce que t'as fait, c'est pas aligné avec ce que tu veux être. Fait que réajuste-toi. C'est juste ça que ça dit, la culpabilité. Sauf que on est une génération d'adultes, puis les plus vieux que nous encore plus, qu'on n'a pas été bien coachés à apprivoiser nos émotions, à les écouter. Fait que la plupart du temps, les gens vont vivre la culpabilité, ils comprendront pas que c'est juste une petite boussole qui dit « réaligne-toi ». C'est tout. Fait qu'ils vont se sentir comme de la chenoute, puis ils voudront pas se sentir comme de la chenoute, donc ils vont rejeter le message plutôt que de l'accueillir, parce que accueillir le message, ça les fait se sentir tout croche. Puis ils veulent tellement pas se sentir tout croche qu'ils vont juste comme rejeter. Ils déclenchent leur armure, c'est une défense. Puis là, le message, il rebondit. Ah, c'est super intéressant. Fait que ça, puis tu l'as dans tout, là, tu sais, mettons, je pense à une maman qui n'a pas allaité, qui lit un article sur les bienfaits de l'allaitement. C'est culpabilisant, ça. C'est culpabilisant pour les mères qui n'ont pas allaité. Mais non, c'est pas ça on n'est pas en train de te dire qu'elle était inadéquate. C'est pas ça. C'est pas ça, là. Mais parce que c'est confrontant, armure, je rejette. Puis c'est ça qui est problématique, puis qui nous empêche d'évoluer comme société. Alors que si on était plus confortable, justement, qu'on comprenait mieux cette culpabilité-là, puis qu'on était en mesure de dire « Hey, je file pas bien, là. Oh, je me sens pas... » Ou, tu sais, comme mère, j'ai crié sur ma fille. Ben, il faut que je vive la culpabilité pour réparer. Il faut, c'est nécessaire. C'est ça qui va me permettre de dire « Oh non, j'ai pas agi comme je voudrais. Je m'excuse, ma chérie, c'est pas ça que je voulais faire. » Ou « Je t'ai parlé bête. Tu méritais pas que je te parle bête. » Mais pour ça, il faut que je sois capable de l'accueillir, de reconnaître que j'ai peut-être été inadéquate. Ben, tu sais, le monsieur dans cette situation, il est pas capable de reconnaître que « Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, d'abord, j'ai peut-être été déjà inadéquat. » Puis tu sais, s'il est capable de le reconnaître, justement, il va utiliser ça, cet inconfort-là, comme une énergie mobilisatrice pour faire différemment. Puis dire « Hey, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai déjà fait ça, mon homme. On va faire différemment, tous les deux. » Oui. Tu sais? Non, c'est ça. Je trouvais ça super pertinent parce que, tu sais, c'est très, j'allais dire populaire, ça sonne bizarre, mais tu sais, oui, on parle beaucoup du consentement, puis en même temps, c'est ça, je trouve que c'est important d'en parler quand ils sont jeunes, puis de pas associer ça nécessairement à quelque chose que dans les relations interpersonnelles ou que dans le sexe. Ça peut être plein d'affaires. Tu sais, juste, mettons, peut-être qu'il va écouter cet épisode-là, peut-être pas, mais dans la gang d'amis, tu sais, avec mon chum, il y a un gars qui, lui, il aime pas ça, les câlins, les donner la bise, il aime pas ça. Puis ça a toujours été su et ça a toujours, ou en tout cas, c'est pas mal toujours respecté. Tu sais, dans le sens où, comme, il a clairement mis ses limites. Je me souviens quand je l'ai connu, tu sais, il avait mis ça au clair, j'ai fait « Ah, OK. » C'est sûr que moi, au début, on dirait que je le prenais personnel. J'étais comme « Ah, tu sais... » Puis à un moment donné, ben non, tu sais, aujourd'hui, c'est comme, tu sais, je veux dire, soit qu'on donne... Il aime pas ça, se faire comme prendre dans ses bras. Il n'aime pas ça, c'est de même, puis comme on respecte ça, puis je trouve que c'est un bel exemple. Je veux dire, même adulte, là, il n'est jamais trop tard pour mettre tes limites, ou juste, comme, surtout pas avec les gens que t'aimes, avec tes amis. C'est pas juste par rapport à notre corps, ça peut être, tu sais, le consentement de, genre, hey, je sais, on avait un souper de prévu en fin de semaine, mais... Je suis brûlée, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ah, come on, ah ouais, donc! Ah ouais, donc, ça peer pressure t'avais dit oui, là! Ah, tu te chopes tout le temps! Ça, c'est pas respecter le consentement. La personne, elle va y aller parce que c'est de la coercition qui l'oblige à y aller. C'est pas parce qu'elle a envie d'y aller. Puis c'est vraiment ça que tu veux pour tes amis? Ah, c'est bizarre. Ouais. De, comme l'espèce de peer pressure de come on. Comme respectons, là, qu'on peut changer d'idée. Même si on s'était engagé, puis même si l'idée venait de nous, on peut changer d'idée. Ah, c'est vraiment... Ouais, non, c'est un beau, gros sujet, j'ai envie de dire, puis... Oui, c'est ça. On ouvre quelque chose de gros si on embarque là-dedans. Ça aussi, on pourrait... c'est ça. Écoute, aujourd'hui, c'est comme des petites pointes. On survole les petites pointes d'iceberg. Plus acheter mes livres. Oui, c'est ça. Pour vrai, oui. Écoute, je vais lire, il y a un commentaire là, que je trouvais tellement intéressant. Tu sais, bon, il faut savoir qu'en général, les gens le disaient qu'elle avait pas eu tort, qu'elle avait bien fait. Ouais. C'était, tu sais, pas mal, effectivement, comment je dirais, le discours général. Il y a aussi des gens qui lui
qui lui recommandait d'en reparler peut-être avec son garçon, de lui faire comprendre que c'est dans les deux sens. Tu sais, que c'est pas juste lui envers les autres, mais justement, comme on en a jasé, de lui avec lui. Ouais. Comme... Puis plein de situations différentes. Tu sais, les gens lui faisaient remarquer que, là, t'en as peut-être abordé tu as peut-être abordé le sujet juste dans un angle qui est comme toucher quelqu'un d'autre ou avoir une intimité avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, sache que toi aussi, il faut que tu... Bon. Fait qu'elle a répondu en disant que oui, elle allait, tu sais, soit rectifier le tir ou comment rediscuter. Mais il y a un commentaire que je trouvais tellement intéressant. Quelqu'un qui a écrit « La plupart des prédateurs ne sont pas des sadiques qui agressent les femmes juste parce qu'ils aiment faire du mal. La plupart d'entre eux sont des garçons, des hommes, qui sont gentils, mais qui ont intégré des réflexes et des comportements toxiques et misogynes envers eux, envers les femmes et les gens qui les entourent. Si les parents ne prennent pas le temps d'éduquer leurs garçons pour qu'ils respectent les filles et les limites des gens autour, ils perpétuent à quelque part la culture du viol. » Je trouvais ça tellement intéressant parce que... Oui, ça résume bien. Mais pour vrai, oui, parce qu'on associe beaucoup, effectivement, des gens qui commettent ce genre de gestes à comme un profil type de l'agresseur ou du violeur, alors que dans la réalité, dans les chiffres, ben c'est pas nécessairement que ce profil-là. Là. Fait que je trouvais ça tellement intéressant de faire, ben, tu sais, oui, là, comme ça peut être plein de gens, malheureusement. Puis là, on prenait l'exemple d'un homme, mais tu sais, je veux dire, les femmes aussi, là, je veux dire, on n'est pas parfaite dans tout ça, puis on peut avoir des comportements très déplacés, très problématiques. Fait que ça revient tout le temps, effectivement, à une notion d'éducation, une notion de limite, une notion de comme... Fait qu'il faut commencer ça jeune. Oui, puis encore là, c'est beaucoup par l'exemple qu'on va donner. Donc, nommons-le à haute devant nos enfants. Oh, on devait aller manger chez mamie, mais là, les cocos, moi, je suis épuisée. Elle va être déçue peut-être, mamie, là. Tu sais, mais c'est une grande personne, elle va être capable de traverser ça. Mais moi, il faut vraiment que je me repose ce soir. Tu sais, ou peut-être vous allez être déçus, vous autres, les cocos, vous auriez aimé ça aller voir vos cousins. Mais là, moi, je suis pas capable, là. J'ai vraiment besoin de repos. Donc, de montrer, de prêcher par l'exemple, de mettre nos limites, de le dire, là. C'est comme une affaire que je retiens, on dirait, aujourd'hui, c'est à quel point la notion d'exemple, puis de pas sous-estimer, finalement, comment nous, tu sais, on parlait tantôt de discours avec nous-mêmes, tu sais, par rapport à notre image, mais ça peut être sur plein d'aspects, finalement, à quel point il faut penser qu'effectivement, tu sais, les enfants, forcément, ils apprennent ou qu'ils intègrent certains trucs comme ça, tu sais. Ah, hey, merci, c'était tellement cool. Hey, t'as parlé de tes livres tantôt. Est-ce que tu aimerais nous en parler un peu plus? Parce que là, effectivement, s'il y en a, tu sais, qui veulent en savoir plus ou qui veulent vraiment aller plus profond, là, on s'entend, on a abordé plein de sujets en genre 1 heure, mais tu sais, mettons qu'on en veut plus, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, mes livres, c'est le Tipou d'Amérique. Oui! Donc, le tome 1 et le tome 2. Puis, dans ces livres-là, je fais état de toutes les conditions favorables pour soutenir le processus de maturation affective des enfants pour qu'ils soient dans l'émergence développementale. Je sais pas des trucs pour apprendre des affaires aux enfants. Je suis une fervente anti-truc. J'ai très peu de trucs, moi, dans ma boîte à outils. Là, je préfère expliquer aux gens ce qui se cache derrière un comportement parce que moi, j'ai confiance qu'une fois qu'on comprend ce qui se cache derrière le comportement, on va savoir quoi faire. Moi, je veux reconnecter les grandes personnes avec leur instinct. Je sais qu'on l'a toute, cette autorité naturelle-là, qu'on n'a pas besoin de dépendre des conséquences, des punitions puis des récompenses pour se faire écouter par les enfants. Fait qu'il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus alignées avec ce que la nature a prévu pour nous. C'est ça, moi, je suis une psychoéducatrice d'approche développementale. Je me suis éloignée de l'approche comportementale pour me ramener à ce que les neurosciences puis la science de l'attachement nous dit, finalement. Puis c'est ça. Fait que c'est de ça que je parle dans mes livres. Mais là, écoute, j'encourage les gens à aller sur tes réseaux sociaux, sur ton site, justement, ton livre. Là, c'est ça, c'est le 3e qui s'en vient, tu disais tantôt. Oui, le 3e, le 4e, le 5e. J'ai 3 livres différents. Ah, OK, je pensais que le Tipou d'Amérique, tome 3, va sortir au cours de 2025. Ah, OK. Mais j'ai une nouvelle collection qui sort en septembre, puis j'ai une autre affaire par rapport que je coécris avec quelqu'un d'autre qui va sortir en janvier. Mais je peux pas en dire plus, là, j'ai pas le droit, mais je fais juste dire que j'ai des affaires bien le fun qui s'en viennent. Très cool. Merci, c'était super cool. J'étais vraiment contente de pouvoir aborder ce genre de publication-là, justement, avec quelqu'un qui... c'est ça, qui avait l'expertise, des connaissances, puis une vision
que j'apprécie à quelque part. Donc, merci. Puis, merci à la maison, les gens qui nous écoutent, à la maison. Dans l'auto, en marchant, en faisant le lavage. Je dis ça, mais dans le fond, vous êtes bien là où vous êtes. N'hésitez pas à laisser, mon Dieu, des étoiles, autant d'étoiles que vous voulez, ou des commentaires. Moi, j'adore vous lire. Allez vous abonner, comme d'habitude. Je fais le petit discours de fin d'habitude, là, mais... like, share, c'est ça. comment. Mais tu vois, moi, pour les étoiles, les gens sont genre, laissez 5 étoiles, laissez 5 étoiles. Je suis comme, laissez le nombre d'étoiles que vous voulez. Vous en laissez. Oui, c'est ça. Pour vrai, oui, je trouve ça pertinent d'avoir l'opinion des gens. Après, je suis comme, tu sais, je veux dire... 5, c'est le fun, ça. 5, ça me rend de l'humeur. Mais, tu sais, on dirait que je trouve ça intense quand les gens sont genre, laissez 5 étoiles. On dirait que c'est genre, t'es couteau à la gorge. J'exagère, là, mais bon. Merci. Enfin, bref, merci tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!